Le 1er mars aujourd'hui, qui dit mars dit bien sûr mois de la femme, puisque c'est le mois incluant le 8 mars, la journée mondiale de la femme. Et puis bien sûr, pour impacter ce premier numéro du mois de mars, nous décidons d'inviter une femme impactante également. Elle est princesse de la cour royale du Moro, donc elle est également promotrice du musée de la femme de Kolwezi. Et il faut rappeler que Princesse Juliette Congo va inaugurer justement ce mois de mars le musée de la femme de Kolwezi. C'est la raison pour laquelle nous l'avons invitée sur ce plateau. C'était l'occasion aussi, ça sera l'occasion pour nous aussi justement de parler des valeurs de la femme africaine, de la femme burkinabé, de la femme dans la société. Moi aussi, on en parlera tout à l'heure dans la rubrique invité du jour. Et puis, bien avant ça, vous aurez la revue de presse avec Ella Jasmine Larabo qui va partager l'actualité avec nous. Et dans la rubrique sécurité routière, cours d'auto-école, ou sinon cours de permis de conduire, parce qu'avec Victoire Auto-école aujourd'hui, nous parlons des panneaux que nous rencontrons en circulation, les panneaux qu'on rencontre régulièrement. Il faut savoir lire ces panneaux-là et interpréter. On va vous apprendre ça. Donc, ne zappez surtout pas. En fin d'émission, Honoré Onadia sera là pour les rendez-vous du week-end. Vous n'avez pas de raison de bouger. Donc, restez là avec nous. Nous partons pour la première rubrique et nous partons bien sûr au Musée national. La rubrique à la découverte de qui part à la découverte du Burkina Faso et qui vous amène à la découverte des sites touristiques, des sites coutumiers, des sites traditionnels. Et cette semaine, nous sommes installés au sein du musée national qui regorge pas mal du patrimoine culturel burkinabé. Et puis, nous mettons l'accent aujourd'hui sur l'habitat du Faso. Depuis la semaine, on vous parle de cet espace dénommé l'habitat du Faso. Et pour clore cette semaine, nous allons bien sûr terminer avec le récapitulatif des témoignages de la semaine, bien sûr. Et je vous invite à écouter et surtout regarder les images donc, de l'habitat du Faso et à écouter attentivement notre guide touristique au sein du musée national. Il s'agit de M. Auguste Bado qui a bien voulu nous conduire pour la visite. Nous sommes au niveau du plateau central et pour découvrir l'habitat Mouara. Alors, la particularité de l'habitat Mouara, les maisons sont des cases rondes avec un toit en paille. Et lorsque vous y entrez, l'intérieur, vous avez beaucoup de mobilier. Par exemple, vous avez le foyer à l'intérieur de la maison. Comme je le dis, ça permet, la fumée du foyer permet de conserver le bois qui est au niveau du toit. Et également, vous allez voir qu'à l'intérieur de la maison, vous avez des ustensiles tels que les calebasses, tels que des plats en argile, des marmites en argile. Mais étant donné que l'activité phare de la femme Mouara, avant aussi, c'était la filature, donc vous verrez du coton à côté. Donc à tout moment, lorsque la femme elle finit les travaux champêtres et revient le soir, elle se repose en filant le coton. L'habitat sent également sa particularité. Ce sont des habitats dont le toit est fait avec une terrasse. Et vous allez voir également que souvent on n'a pas besoin d'une chambre en tant que telle. On va faire juste un cloisonnement caché lorsque vous rentrez dans l'habitat que vous ne voyez pas celui qui est couché. Et à côté aussi vous avez des greniers typiques au sang. Donc ces greniers, vous allez voir au-dessus de la cime, vous avez un petit toit qui ferme le grenier. Contrairement à certains greniers d'autres communautés, vous allez voir tout est en paille. Là, vous avez de la terre et c'est au sommet qu'on ferme. Et lorsque on commence à enlever les céréales, qu'on atteint un certain niveau, on va ouvrir une petite ouverture et c'est par là qu'on va enlever les céréales. Nous sommes au niveau à l'intérieur de l'habitat sans et vous voyez également que le toit est fait avec du bois, soutenu par de gros bois pour permettre de supporter le poids de la terrasse. Alors à côté, quand vous voyez toujours, vous avez une lampe à côté qui permet d'éclairer la maison la nuit. Et c'est toujours les lampes faites à base de coton, donc avec du beurre de karité. Alors, si nous regardons, à côté, il y a toujours un foyer. Et c'est là que, puisqu'à l'intérieur de la maison, les femmes préparent, mais l'avantage, c'est que c'est la fumée de la cuisine qui permet de conserver le bois qui est au niveau du toit. Donc on peut dire que c'est une méthode endogène pour la conservation de ces matériaux. Sur le plan culinaire,
Donc nous avons ce qu'on appelle le zamné, c'est des lentilles sauvages qui constituent l'un des mets, je dirais, très connus chez les Sans. Donc ce mets se fait, on prépare et on consomme avec de l'huile, contrairement à d'autres communautés qui vont l'utiliser pour faire juste de la sauce. Alors, au niveau de l'art vestimentaire, il faut dire que les Sans ont une spécialité. Vous avez ces motifs-là qu'on appelle la technique à dessin réservé, qui consiste à coudre, mettre des fils sur un pain blanc, de le teindre avec l'indigo et après de défaire les fils. Donc en défaisant les fils, vous allez voir des traces blanches et c'est ce qui donne ces motifs que vous avez sur le pain. On peut dire qu'il y a panoplie de motifs tels que les courris, les nuages. Donc vous allez voir des colonnes blanches donc, pour constituer ces nuages. Jospin Larabo, bonjour. Bonjour Abzeta. Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce qu'on retient de l'actualité aujourd'hui? Beaucoup de sujets. On commence avec Sidoya, le quotidien d'État, autonomisation de la femme. Le chef de l'État reçoit une délégation du projet SWID. Et puis gestion du foncier, aide au développement, 3 commissions d'enquête parlementaire créées. Nouvelle du front, l'armée neutralise les terroristes de l'attaque de Natchabouani. Chronique, comme l'AES, nous quittons le quartier. Célébration de la Journée internationale de la femme, fortune diverse dans le commerce des pagnes, 8 mars. ITIE Burkina Faso 2023, une note globale satisfaisante de 75,5 points sur 100. Rapport 2022 de la Cour des comptes des irrégularités persistantes dans la gestion des finances publiques. Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, l'inclusion financière, un outil efficace de lutte. Axe Sikasso-Bougouni en République du Mali, un accident fait 40 morts. Aujourd'hui au Faso, Cour des comptes, près de 50 partis politiques exclus de tout financement et subvention de l'État. Appel à film FESPACO 2025, les inscriptions sont ouvertes du 29 février au 30 septembre 2024. Assemblée législative de transition, 3 commissions d'enquête parlementaire validées. 4e journée de l'inclusion financière, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au menu des échanges. 2e édition des JAUE au Maroc, Lampion éteint sur une note de satisfaction. Mise en œuvre de la norme ITIE 2019, le Burkina obtient un score global de 75,5 points sur 100. Accident sur l'axe Sikasso-Bougouni au Mali, une quarantaine de décès enregistrés. Et puis mort de Yaya Dilo au Tchad, tragique fin pour un opposant et homme insaisissable. Le journal Le Quotidien affiche à sa une ce matin, gestion des finances publiques, exercice 2021, un déficit de plus de 301 milliards relevé par la Cour des comptes. Transparence dans les industries extractives, le Burkina obtient une note de 75,5 points sur 100. Effort de paix, des travailleurs de l'éducation demandent un bilan de leur contribution. Dans Digne d'intérêt, on peut lire ce matin au journal Le Quotidien, accident de la circulation sur l'axe Sikasso-Bougouni Mali, 40 morts dont des Burkinabés. Championnat national de football D1, D2, une trentaine de clubs lancent le boycott. Ouaïguia, les sapeurs-pompiers sauvent un bébé abandonné sous un pont au secteur 10. Sélectionneur des étalons du Burkina, l'identité de l'heureux élu sera connue le 7 mars. L'observateur Palga affiche à sa une ce matin, situation nationale, les choses évoluent de manière positive. Issaka Ouedraogo, président du CISAG. Élection 2020, 53 acteurs politiques n'ont pas justifié leur financement. Dans une lettre pour l'AI, réforme de la santé, bistouri à double tranchant. Tribulation d'un commerçant burkinabé à Lomé, décidément, ça ne tourne pas rond pour notre football. Axe Sikasso-Bougouni au Mali, 40 Burkinabés meurent dans un accident de la circulation. Cadre sectoriel de dialogue défense-sécurité, les acteurs en rétrospection pour mieux s'armer. Compétition organisée par la FBF, des clubs de D1 et D2 font la grève de la pelouse
intelligence de la foi, christianisme et culture africaine. Nous terminons avec le journal Le Pays qui a à sa une ce matin, gestion du foncier rural au Burkina, une enquête parlementaire pour y voir clair. Subventions accordées aux acteurs politiques au Burkina, la Cour des comptes fait le ménage. 29e édition du FESPACO, l'inscription coûte désormais 32 500 francs CFA. Dans Popouri, Mali, 40 Burkinabés trouvent la mort dans un accident de la circulation. Mise en œuvre de la norme ITIE 2023, le Burkina réalise un score général de 75,5 points sur 100. Mystère psychique et spirituel, des clés pour éviter la poisse et les problèmes sentimentaux. Issa Ouedraogo dit CISAG à propos de la des réquisitions dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, que celui qui a peur d'aller au front se taise. Semaine de Poko, comment séduire une femme plus âgée. Actu Foot, Algérie, Petkovic, sélectionneur, c'est enfin officiel. Merci bien, Elage, pour la lecture de ces titres. On revient sur quelques sujets. Nous commençons par la Cour des comptes qui a animé une conférence de presse pour présenter ses rapports 2021 et 2022. C'est ça. Le premier président de la Cour des comptes et son équipe ont présenté les détails des rapports 2021 et 2022 de la Cour des comptes à la presse. C'était quelques jours après avoir remis les 10 rapports au chef de l'État. Et habituellement, les organes de contrôle de l'État font en sorte qu'après la remise de leur rapport aux autorités compétentes, qu'ils fassent un point à la presse pour qu'on sache au moins ce qu'il y a dans les 10 rapports. Je crois que c'est ce que la Cour des comptes a fait hier. Ça porte sur plusieurs questions, parce que la Cour des comptes contrôle les comptables publics qui sont dans les services de l'État, et puis regarde si les comptables publics appliquent les textes comme il faut, respectent les règles professionnelles, et quand il y a des manquements, la Cour des comptes demande de corriger. Voilà. Ou bien demandant aux comptables publics, vous savez que pour certaines catégories de comptables publics, ils payent même des cautions avant d'entrer en fonction, et donc quand ils font des fautes professionnelles comme ça, on peut rembourser ce que l'État a perdu sur leur caution, ou leur demander de rembourser, ou parfois leur demander de corriger à travers des recommandations. Et puis ce qui intéresse beaucoup la presse en l'espèce, la Cour des comptes aussi contrôle ce que les partis politiques et ce que les candidats à l'élection présidentielle, par exemple, font de l'argent qu'on a mis à leur disposition dans le cadre de la campagne électorale. Pour les partis politiques, il y a un financement hors campagne électorale, c'est annuel, et puis il y a un financement pendant la période de campagne électorale. Pour ce qui est des candidats à l'élection présidentielle, en l'occurrence ici c'est 2020 qui nous intéresse, on regarde la subvention que l'État a donnée aux candidats pour battre campagne, donc pour renforcer la démocratie. Est-ce qu'il a bien utilisé? Et c'est cette subvention-là qui a retenu l'attention de plusieurs journaux. On parle d'une 50aine de partis politiques exclus de tout financement et subvention de l'État, parce que l'argent qu'on donne aux partis politiques, c'est pour mener des activités liées à la mission dévolue aux partis politiques. Voilà, c'est animer la vie politique, c'est former les citoyens, les militants, et puis c'est aller à la conquête du pouvoir. Donc ça doit rentrer dans ce cadre, ou louer un siège, ou payer des factures d'électricité ou de téléphone, ou louer un car pour déplacer des militants, mettre du carburant pour aller à la rencontre de militants à l'intérieur du pays. Ce sont ces dépenses-là qui sont éligibles. Bon, si vous faites un mariage avec ça, ça passe pas. Voilà, vous ne pourrez pas justifier. Et chaque fois que vous n'arrivez pas à justifier, vous perdez le bénéfice des subventions à venir. Okay. Voilà. En l'occurrence, avant même que la Cour des comptes ne fasse sa conférence de presse, la lettre du FASO avait déjà titré à Blaise Ouedraogo, Tahirou Bari sont épinglés par la Cour des comptes. Donc, par exemple, pour 2020, ils étaient candidats à la présidentielle en 2020. Ils n'ont pas justifié. Parfois, c'est parce que les pièces ne sont pas des pièces comptables en règle, donc ils ne respectent pas les normes. Et il y a des moments où on justifie même avec des retards. Voilà. Quand vous justifiez en retard, vous perdez le bénéfice de la subvention qui suit. Si vous justifiez aussi avec des pièces qui ne sont pas des pièces comptables
qui respectent les règles. Là aussi, on invalide et puis on dit que vous n'avez pas justifié normalement. Donc, ça fait que pour cette cinquantaine de partis politiques et des candidats à la présidentielle de 2020, bon, pour les prochaines élections, ils n'auront pas de subvention. Parlons maintenant OSC. Le CISAG dit que les choses évoluent positivement. Puisque Isaka Ouedraogo revient du front il y a quelques jours, on l'a vu en vidéo, photo avec Ablasse Ouedraogo en tenue militaire, Ablasse Ouedraogo de Le Faso Autrement, pardon, et Daouda Diallo du CISC. Et puis ils étaient en pleine brousse, en manœuvre. Isaka Ouedraogo qui en revient dit qu'il se porte bien, que ce soit Ablasse Ouedraogo ou Daouda Diallo, ça va plutôt bien. Bon, pour ce qui le concerne lui-même personnellement, il a demandé à repartir une deuxième fois parce qu'il avait été réquisitionné il y a quelques mois. Il était allé voir ce qui se passe au front. Il avait été au contact de la réalité de la guerre sur le terrain. Et puis il était revenu dire que vraiment, il a une très bonne idée maintenant de ce que les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie font sur le terrain, et il avait profité pour les encourager. Je crois qu'après, parce qu'il disait qu'il entendait mettre un peu d'ordre dans son service, comme il est du privé, et puis demander à repartir. Je crois que c'est ce qu'il a pu faire. Et il conclut qu'aujourd'hui, là, les choses évoluent positivement sur le terrain. Il dit que les acquisitions en équipement sont telles que nous avons nettement pris le dessus sur l'ennemi. Il dit que les forces combattantes aussi sont motivées, de plus en plus aguerries et aptes à réussir ce que tout le monde attend, hein, la reconquête du territoire bientôt. Ce qu'il a ajouté, c'est que bon, les hommes doivent être au front. Quand ils ne sont pas au front, qu'ils encouragent au moins ceux qui sont au front ou qu'ils se taisent, quoi. Ah oui, c'est un langage qui a changé. Ah oui, parce que Isaka Ouedraogo, il y a quelques mois, était plutôt critique vis-à-vis de la transition. Ça, c'est vrai. Il était très critique vis-à-vis de la transition. Je me souviens de ses sorties pendant lesquelles il avait dit non, rien ne s'est amélioré sur le terrain de la sécurité. Ça ne bouge pas, ça ne change pas. Je crois que c'est à l'issue de ça même qu'il avait été enrôlé. Voilà, de force réquisitionnées et amenées au front. Je crois qu'au contact de la réalité, il a plutôt acquis un nouveau langage, un nouveau discours. Des exemples qu'on a là, apparemment quand vous goûtez au terrain, vous revenez, vous changez. Bon, c'est différent. C'est différent de théoriser que de pratiquer. Hein. Quand vous êtes sur le terrain, vous vivez autre chose et vous voyez la mort en face. Vous voyez l'ennemi en train de tenter de faire disparaître le Burkina. Quand vous êtes burkinabé, ça vous touche. Bien sûr. Oui. Et malheureusement, ces Burkinabés n'ont pas eu la chance. Ils ont péri dans un accident. Oui, malheureusement, mardi dernier, il y a eu un accident de la route sur le territoire malien entre Sikasso et Bougouni. Il se trouve que c'est un cas qui transportait plus de Burkinabés que d'autres nationalités. Et sur la cinquantaine de morts, on parle d'une quarantaine de Burkinabés. Ça veut dire que c'était un cas qui transportait majoritairement des Burkinabés. Le gouvernement a fait un communiqué à travers le porte-parole Emmanuel Ouedraogo pour faire le point, informer l'opinion publique nationale et internationale, présenter ses condoléances aux familles éplorées, prompt rétablissement aux blessés, et pour également remercier le gouvernement malien qui a fait tout ce qui était possible pour sauver ceux qui pouvaient encore être sauvés, prendre en charge les blessés et faire en sorte que la situation soit maîtrisée. Bon, on ne peut pas en dire plus, sauf à souhaiter paix aux âmes de ces Burkinabés décédés en territoire malien et prompt rétablissement aux blessés. Merci. On part chez les députés, 3 commissions d'enquête parlementaire. Oui, les députés ont fait une plénière hier pour discuter de 3 résolutions. Une résolution sur le foncier rural. Ils veulent regarder si le foncier rural est bien géré. Est-ce que les espaces qui sont consacrés à la production agro-silvo-pastorale sont des espaces qui sont sécurisés?
éventuellement immatriculés, à la disposition des producteurs? Est-ce que ce ne sont pas des espaces bradés? Est-ce que ce ne sont pas des espaces occupés inutilement? Est-ce que, en tout cas, le foncier rural sert à porter le développement du Burkina parce qu'il doit servir à la production? Ils ont adopté cette résolution, donc il y aura une enquête parlementaire sur le foncier rural. Ils ont adopté une deuxième résolution sur le passif de la promotion immobilière. Vous savez que la promotion immobilière a fait beaucoup de bruit ces dernières années-là. Ça continue à en faire, mais en tout cas, depuis l'adoption de la nouvelle loi sur la promotion immobilière courant 2023, bon, c'est plutôt calme. Il s'est dit même que de nombreux promoteurs immobiliers burkinabés se sont retrouvés du côté de la lagune Éblié, ce qui n'est pas faux parce qu'ils intervenaient dans les deux pays à la fois. Comme au Burkina, ça semble bloqué. Ils sont plutôt du côté de la lagune Éblié. Donc, il y a ce passif-là qu'il faut gérer. Est-ce que les promoteurs immobiliers ont vraiment créé un problème tel qu'à l'avenir, on pourrait vivre des situations malheureuses, de conflits fonciers, etc. Les députés entendent à travers la commission d'enquête parlementaire qui a été adoptée là, mise en place là, vérifier tout ça. Et puis, il y a une troisième commission d'enquête parlementaire qui va travailler sur l'efficacité des projets et programmes financés par de l'argent venu de l'extérieur. Voilà. Est-ce que les projets et programmes qui sont dans les différents secteurs de la vie socio-économique, là, que ce soit dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'environnement, dans la santé, dans l'éducation, il y en a dans tous les domaines, est-ce que ces projets et programmes-là qui sont financés par l'extérieur atteignent leurs objectifs? Est-ce que ça permet de faire avancer le Burkina vers le développement? Les députés entendent aussi vérifier ça. Je crois que c'est des sujets assez intéressants. Ce sont des préoccupations qui font partie des préoccupations majeures des Burkinabés et ce sera l'occasion d'avoir plus de lumière sur des questions comme ça. On attendra les résultats. Oui. Et pour terminer, un mot sur la crise à la FBF. Ça continue. C'est un nouveau rebondissement parce que avant la CAN, il y a eu la première crise, le boycott du championnat national de football de première division, notamment avec ces clubs frondeurs qui avaient dit au président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, où vous déposez notre argent, ou on arrête tout. Je crois qu'ils ont suspendu pratiquement un mois le championnat, ça a mis tout le monde en retard et les autorités gouvernementales avaient dû intervenir pour négocier une trêve, le temps même de permettre de gérer la CAN, parce que nous devrions être en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est ce qui a été fait. Maintenant que la CAN est finie, les équipes frondeuses là avaient demandé à Lazare Bansé et à son équipe de restituer les 140 millions de francs CFA retenus et qui représentent 25% de leurs subventions. La restitution de ces 140 millions-là avant que les activités ne reprennent normalement. Mais ces clubs-là avaient donné le délai du 28 février. Il se trouve qu'à la date du 28 février, l'argent n'était pas remboursé. Le président Lazare Bansé lui-même n'était pas là parce qu'il n'est toujours pas là. Je crois qu'il est en voyage au Maroc. Et puis, les délais étant passés, les clubs ont décidé de reprendre le boycott des activités du championnat, D1 comme D2, et puis de réclamer la restitution de 140 millions. En fait, il s'agit d'argent que la Fédération burkinabé de football a retenu sur ce qu'on donne 2 millions au club de 2-1 par exemple, chaque mois. Voilà, pour aider à gérer le club, donc payer les salaires des joueurs et puis faire les autres dépenses. Et sur ça, la fédération avait négocié de prendre 25% pour pouvoir organiser les championnats des petites catégories. Donc les minimes, les juniors, voilà, les cadets, et pour relever le niveau du football, parce que c'est à la base qu'on forme les grands footballeurs de demain. Mais il se trouve que l'argent a été retenu, les 25% sont retenus, les clubs n'ont pas. Et puis les championnats des petites catégories ne sont pas organisés non plus. Voilà. Donc on s'est dit, c'est de l'argent des clubs. Si vous n'organisez pas les championnats de petites catégories, vous remboursez. Il se trouve que Lazare pensait aller déposer l'argent au trésor quand on lui a demandé de remettre au club. Il a préféré aller déposer au trésor. Donc voici la pomme de discorde et le bras de fer continue.
Bon, pendant ce temps, la Fédération burkinabé de football doit trouver un nouvel entraîneur, un nouveau sélectionneur national pour les étalons. Ça fait beaucoup de choses à la fois, mais on attendra au plus tard le week-end prochain pour avoir davantage d'informations. Merci bien, Elage. Allons découvrir maintenant les couleurs du temps. Nous sommes aujourd'hui avec Yabre Juliette Congo. Elle tient bien sûr à son nom traditionnel, le prénom traditionnel bien sûr. Je rappelle que la princesse Congo est promotrice du musée de la femme de Kolgondjessé à Zinari. Bonjour princesse. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Et bonjour aux téléspectateurs et bonjour à tout le peuple burkinabé. Merci. Et africain. Africain. Et je tiens ce mot, burkinabé, je retiens ce mot aussi parce que vous êtes habillé traditionnellement. Pourquoi avoir décidé de porter cet accoutrement pour l'émission? Je porte cette tenue parce que c'est pour la valorisation toujours de notre patrimoine culturel. Nos mamans s'habillaient comme ça et elles étaient toutes belles dans leurs accoutrements. Et donc j'ai décidé de porter cet habit aujourd'hui pour faire honneur à toutes les femmes dans les cours royales du Mogo et dans toutes les autres cours royales, que ce soit à Ouarghaï, que ce soit à Tenkodogo, Wayukia, et Fada, Dédougou, et en n'oubliant pas la famille de la princesse Gimbi Ouattara, qui est du côté de Bobo du Lasso. Et je n'oublie pas également ceux de Gawa, dans le Obiri. Alors donc c'est tout l'ensemble de ces femmes-là qui ont travaillé pour que le Burkina soit ce qu'elle est aujourd'hui, que je voudrais rendre hommage. Et je voudrais rendre hommage également à toutes les femmes du côté du Cameroun. Parce que j'ai été anoblie reine-mère dans le royaume de Bangoulap au Cameroun. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, la culture, c'est notre affaire. C'est votre affaire. C'est notre affaire et on tient à ce que le monde entier sache que la femme africaine est le berceau, elle est du moins la porteuse de vie, celle qui transmet et celle qui aime. Et bien sûr, vous l'aurez compris, elle est vraiment princesse de la cour royale, donc comprenez. Alors, princesse, vous êtes venue avec des accessoires aussi. Oui. Donc, c'est bien qu'on commence par expliquer tout ça avant de parler du musée. Qu'est-ce que vous nous avez ramené? Il y a un sac, il y a une calebasse. Le sac, ça c'est du côté de Garango, Tenkodogo. Bon, nos mamans utilisaient ça. On va présenter le sac comme sac à main. Sac à main. Et vous voyez que c'est très joli. Il y a des miroirs, tout. Oui, il y a des miroirs, des cauris. Tout ça, c'est pour paraître bien. Ah, oui. Élégance oblige. Voilà. Donc, ça pouvait être un sac à main qu'on tient comme ça pour aller au marché. Oui, les mamans partaient au marché avec ça. Avec ça. Une calebasse est nécessaire pour une femme tout le temps? La femme Mouaga, précisément, je parle de ce que je sais maintenant par rapport à la femme Mouaga. Une femme Mouaga ne se déplace jamais sans sa calebasse. Parce que quand tu arrives quelque part et que tu as envie de boire de l'eau, si on te dit de venir prendre l'eau, tu prends avec quoi? Et la calebasse est très sacrée pour la femme. Quand il y a même des conflits, la femme utilise la calebasse pour prendre l'eau fraîche, pour donner aux ancêtres afin d'apaiser, pour donner aux ancêtres afin qu'ils exaucent un vœu. Donc la calebasse est le symbole de la femme africaine. Parce qu'à travers mes voyages, j'ai vu que dans d'autres contrées, la calebasse est sacrée également, comme au Burkina. Et on a vu aussi des extraits de vos émissions où vous accusiez la jeunesse actuelle, surtout la jeune fille. Pour vous, les jeunes filles aujourd'hui ne savent pas très bien cuisiner, n'apprennent pas les valeurs essentielles d'une femme africaine. Qu'est-ce que vous reprochez au juste à la jeune féminine actuellement? Je ne reproche rien aux filles. Je reproche surtout aux mamans. Parce que la fille ne s'éduque pas elle-même. C'est le devoir de la mère de transmettre les valeurs à sa fille pour qu'elle aussi puisse transmettre un jour ces valeurs-là. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été éduquée par des femmes de grande valeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la capacité de transmettre ce que j'ai reçu d'elles. Si je n'avais pas reçu quelque chose, j'allais transmettre quoi? Donc, les filles, ce n'est pas de leur faute, c'est la faute aux mères. Quand vous avez des mamans irresponsables,
vous allez être des filles irresponsables. Princesse Congo, maintenant, pourquoi le musée de la femme? Alors, au départ, ce n'était pas une histoire de musée, c'est parce que vous savez que dans la cour royale, nous avons beaucoup de mamans. Et quand une des mamans retourne vers les ancêtres, à partir d'un certain nombre de jours ou de mois, on réunit les filles de la cour et on partage son héritage. Alors, chaque fois que moi je recevais un héritage d'une des mamans, j'avais ouvert une bonne cantine chez moi, à la maison, où je mettais tout ce que je recevais. Et chaque fois que je sors, je regarde, je dis, ah, j'ai dit tout ça là. Vraiment, c'est une valeur que je ne peux pas partager avec quelqu'un. Parce que comme c'est un héritage familial. Mais il m'est arrivé un jour d'en parler à une de mes belles-sœurs, Madame Odile Bonkongo, qui était ancienne ministre de l'Éducation nationale. Alors je lui ai parlé de ça et elle m'a dit, mais attends, j'ai une amie qui est la directrice du musée national. Il faut aller lui donner, elle va mettre là-bas. J'ai dit, ah, bien familial là. Non. Je dis, je ne peux pas donner ça au musée national. À ce moment, je ne savais même pas qu'est-ce que c'est qu'un musée. Je n'étais jamais allée visiter un musée. Peut-être que j'entendais le nom musée, mais bon, je ne savais pas du tout ce que ça veut dire, ce que c'était. Alors un jour, elle m'a dit, bon, il faut aller voir Alima. C'était à l'époque Madame Alimata Sawadogo, née Tanli, qui était directrice du musée à l'époque. Mais j'avoue qu'Alima aussi et moi, nous avons fait l'école primaire ensemble. Alors quand je suis arrivée, c'était vraiment une grande joie de nous revoir après tant d'années de séparation. Et on a échangé et elle m'a dit, bon, c'est bien ce que tu as comme objet, mais je vais te confier au directeur provincial de la culture au niveau du plateau central, comme tu es tout le temps là-bas. Et c'est comme ça que j'ai rencontré M. Zio Bapion, qui était à l'époque directeur régional de la culture. Et lui-même, quand il est venu, j'ai sorti les objets de la cour et j'ai déposé ça sous le nimier où mon père aimait s'asseoir pour causer avec nous. Quand j'ai déposé, lui-même, il a regardé, il était stupéfait de voir autant d'objets. Il dit, mais princesse, mais ça c'est une merveille. Et moi, bon, chez moi, c'est plutôt la valeur sentimentale qui était quelque chose pour moi. Mais ce qui est ressorti de notre discussion après, là, j'étais contente et puis j'avais maintenant les perspectives dans la tête qui trottaient, mais je commençais par quoi? Et c'est là qu'il m'a dit, bon, on va faire... À ce moment, il y avait le symposium de Lango qui se préparait et il dit, je vais faire une exposition muséale, comme ça, les gens vont venir voir les objets que vous avez ici et après, on verra ce qu'on va faire. Et tous ceux qui venaient au symposium de Lango, le directeur régional les amenait au musée de la femme, musée de la femme. Bon, c'était pas le musée, il les a amenés à cette exposition-là parce que ça coïncidait avec la journée internationale de la femme. C'était le 8 mars 2008. Alors j'avoue que quand les gens sont partis, et moi-même j'étais là comme ça, j'ai dit mais... Donc, dans ça, là, moi, je peux être une autre personnalité que ce que je suis aujourd'hui. Et c'est là, maintenant, j'ai commencé à réfléchir. Et mon amie, Madame Alimata Tanli, m'a dit, bon, quand il y aura une opportunité de formation, je vais te faire profiter pour voir ce que tu vas faire de tes objets-là. Et c'est comme ça qu'elle m'a envoyé avec une bourse de l'école du patrimoine africain qui cherchait à faire une formation aux porteurs de projets de musée. Bon, moi, tout ça là, j'étais bleue, hein. Et jusqu'à ce qu'on arrive au Mali, à Sévaré, Mopti, et bon, on a fait la formation. Et à la fin de cette formation, quand nous sommes allés un peu plus loin, à Douinzan, dans une des communes de la région de Mopti, nous avons visité les musées communautaires. Waouh! J'étais émerveillée. Et quand nous avons fait un peu plus loin, dans un autre village, le nom est un peu difficile pour moi à prononcer. Alors, quand je suis revenue à Sévaré, j'étais pressée que le jour s'élève pour que je retourne au Burkina afin de pouvoir écrire le projet. Alors, et ça s'est passé comme ça. Et quelques temps après, je suis partie à Bamako parce que j'avais noué des relations avec le directeur du
du musée national de Bamako, j'ai dit, bon, il faut que je vois autre chose que ce qu'il y a au Burkina. Alors là, quand je suis arrivée à Bamako, c'était le LAS. J'ai vu le musée de Bamako, j'étais tellement émerveillée. Et vous savez que le Mali est un pays de grande culture. Oui. Et eux, ils ont vraiment préservé beaucoup de choses. Et ça m'a beaucoup inspirée. Donc la formation, le voyage et tout ça. Et quand vous revenez au Burkina, vous montez le projet du musée? J'ai monté le projet du musée et en me disant que bon, comme c'est un projet culturel, ça allait rouler comme sur des roulettes. Ah, vous avez eu des difficultés? Yeah. Ce que j'ai vu là, d'après quelqu'un, que c'est comme Jésus au Golgotha. À un moment, j'ai failli décrocher. Et à un moment, j'avais perdu l'appétit. Je voyais ce qu'il y avait comme potentiel dans ce truc-là. Et je n'avais personne pour m'accompagner. Est-ce que c'était dû à votre casquette politique? Non, à ce moment, ma politique n'était pas très forte parce que c'était au tout début. Bon, moi, j'étais militante simple au CDP. J'étais militante simple, j'observais. Parce que quand moi, je veux m'engager pour quelque chose, je veux avoir des bases solides d'abord. Alors, donc, j'attendais d'avoir les bases solides au niveau du CDP à l'époque. C'est vrai que j'étais conseillère municipale, mais ça se limitait seulement au village de Kolongese où j'apportais ma petite expertise. Et quelqu'un m'a dit un jour, princesse, si tu veux réussir dans ton affaire de culture, là, il faut que tu aies une association. Et c'est là qu'est née l'association Bamnyinga des femmes de Kolongese. Okay. Et petit à petit, j'ai commencé à organiser des activités culturelles. Et depuis cette période-là, jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas eu un seul mois de mars où nous n'avons pas organisé quelque chose. Depuis 2008 jusqu'à nos jours. Mais comme les moyens sont ce qu'elles sont, et comme je n'avais pas les moyens pour être au niveau des médias, pour faire la promotion de mon musée, j'étais là dans mon petit coin, je faisais ce que je pouvais. Des amis, des relations personnelles venaient. Et il y en a qui ont vu que, bon, j'étais passionnée pour ça. Et donc, beaucoup m'ont accompagnée. Okay. Et j'ai fait un clin d'œil au notable de la cour royale de Tessawa, M. Hashimu Isaka, qui était fonctionnaire de l'UEMOA, qui a beaucoup contribué à ce que mon association grandisse. Et là, parce que l'inauguration officielle, c'est pour ce mois de mars, on va en parler tout à l'heure, mais on sait que vous aviez déjà déposé les objets, cet héritage, là, ce patrimoine culturel, familial, là, dans un espace. Oui. Ça veut dire que vous avez amené ça dans cet espace-là du musée, enfin, qui va devenir le musée, d'abord pour que les gens visitent pour commencer. Alors, comme j'étais conseillère du village, il y avait un bâtiment dans le village qu'on utilisait pour faire le stockage des céréales. Un grand bâtiment qui était quand même assez vaste. On va revenir sur les images. Je pense qu'on a les images de ce bâtiment un peu en terre rouge là. Ah non, ça c'est le nouveau bâtiment. Ça c'est le nouveau bâtiment qu'on va inaugurer. Ça c'est le musée qu'on doit inaugurer comme ça. D'accord. Donc d'abord c'était le bâtiment provisoire. L'ancien bâtiment provisoire où je suis restée peut-être 4 ou 5 ans dedans. Ok. Non, sinon même plus. Parce que ce bâtiment, le nouveau bâtiment a été construit en 2016. 2016. Oui, 2016-2017. Okay. Voilà. Alors, donc, comme j'utilisais le bâtiment de la banque de céréales du village, j'ai construit une petite case à côté pour illustrer un peu la case de la reine-mère. Et l'exposition, vraiment, c'était très bien. Et je recevais beaucoup de gens qui venaient visiter. Et je fais un clin d'œil à l'université Thomas d'Aquin. Parce que Thomas d'Aquin était la première université à me visiter. Ensuite, il y a eu l'université catholique de Bamako, où je donnais des formations qui sont venues également. Et après ça, c'est Africable qui est venu du Mali. Mais nous aussi, on vous a visité. Non, mais attendez, je ne vais pas oublier. Parce que je cite d'abord ceux-là qui ont commencé avec moi. D'accord. Voilà, donc je fais vraiment un clin d'œil à Africable parce que c'est quand les images sont sorties sur Africable que j'ai reçu beaucoup d'appels. Et comme ils ont vu que j'étais coach en développement personnel, puisque c'est ce travail-là que je faisais avec l'université de Bamako, alors beaucoup de gens m'ont sollicité. Et c'est dès lors que
Les grandes écoles maintenant ont commencé à appuyer et Savane TV est venue s'impliquer et grâce à Savane TV aujourd'hui, toutes les mamans qui sont dans les profondeurs du Burkina, chacune voulait que son objet soit sur le site du musée. Et j'avoue que depuis ce temps, les gens m'appellent, ah princesse, il faut venir, il y a tel truc ici, il faut venir, il y a tel truc. Et ça m'a permis de traverser les frontières de l'Afrique. Vous avez récolté, recueilli les objets comme ça. Les objets comme ça. Et j'ai fait un clin d'œil à la cour de la chefferie de Kogo. Kogo, c'est dans le Grand Zourgou. Les premiers objets, en dehors de ceux de la cour royale du Mogo, c'est ceux de la chefferie de Kogo que j'ai ramenés. Parce que la chefferie de Kogo, ce sont nos frères en fait. Ce sont nos frères parce que bon, quand tu rates la chefferie là, bon, toi aussi tu grouilles quand tu cherches un territoire pour... et on leur a dit, il y a un métier Kokoto, et ils sont allés, et c'est pour ça que le nom du village c'est Kogo. Merci pour l'histoire. Alors maintenant, on ne va pas dire le nouveau, le musée existe depuis, mais en tout cas le nouveau local, l'inauguration officielle, c'est pour ce mois de mars. Oui. C'est quoi le programme que vous avez retenu pour ceux qui vont... Avant de venir au programme, je vais vous dire que quand j'ai fini de faire le musée, j'ai demandé au ministère de la Culture l'autorisation d'ouvrir. Et je n'ai pas eu de bonne réponse. Ça, c'était en quelle année? Je ne dis pas. Vous voulez pas qu'on sache qui était là-bas? Si je dis qui était là-bas, les gens vont se fâcher avec la personne. Bon. Et là, ça ne me plaira pas. Parce que moi, je suis une personne qui aime la paix. Donc, je n'aime pas faire des conflits inutiles. Alors, bon, je me suis débrouillée. J'ai dit, bon, il faut que je voie un technicien de musée qui va me conseiller. Mais j'avoue que le musée national, c'est mon partenaire le plus sûr. Parce que tous les directeurs qui ont passé, depuis Mme Tanli Alima jusqu'à Mme Sawadogo et Rasmata, qui viennent de céder son fauteuil à M. Dao, M. Dao aussi est un technicien qui m'a très bien accompagné et je lui fais un clin d'œil pour son nouveau poste. Quand j'ai eu le conseil de toutes ces personnalités de la culture, j'ai dit, il y avait un nœud ici, là. Quel que soit Alpha, je vais dénouer ce nœud. Et j'ai dénoué le nœud. Parce que quand tu fais un bâtiment pour un musée, si tu n'as pas de réserve, c'est un magasin. Ce n'est pas un musée, c'est un magasin. Alors j'ai construit la réserve l'année dernière. Et j'ai le bâtiment du musée, j'ai le bâtiment de la réserve, j'ai d'autres salles d'exposition qui sont vraiment traditionnelles. J'ai dénommé ça Parabnori. Parabnori, tu trouves le site où il y a le mortier, tu trouves le site où il y a la meule, tu trouves le site où il y a la cuisine et tu trouves le site où il y a le puits. Alors, donc, tout cet ensemble-là fait partie du Parabnori. Et l'histoire liée à ce Parabnori, ça veut dire que les cases que nous avons construites là-bas, il y a la case Peul, il y a la case de si je peux m'exprimer ainsi, la case des fétiches. Oui, et il y a la case des fétiches parce que, comme je disais tantôt, les mamans étaient les médecins. Donc, c'est elles qui soignaient les gens. Donc, il faut qu'il y ait une case de fétiches où les gens puissent venir prendre les médicaments dedans. Et ensuite, il y a la case du Porkiema. Le Porkiema, c'est la première épouse de la cour. Et dans cette case, vous avez tous les objets que nos grandes-mères ont utilisés. Et j'ai fait cette case-là de façon spéciale pour ma mère. Parce que quand on a voulu un peu moderniser leur logement, j'ai vidé tout ce qu'elle avait comme canaries et j'ai mis ça dans cette case spécifique-là. Elle était fâchée, hein? Elle ne voulait pas du tout se séparer de ses canaries, mais je lui ai dit, maman, quand on va mettre là-bas, tout le monde va voir la richesse que regorgeait la cour royale du Mogo. Et ça va permettre à vos petits-enfants de connaître. Sinon, si on dépose ça dehors, les intempéries vont tout abîmer. Et ça me fera mal de ne pas pouvoir dire que vous aviez de la richesse dans vos cases. Donc, j'ai fait la case de façon spécifique pour rendre hommage à nos mamans. Celles qui étaient en bas, discrètes, mais qui travaillaient au rayonnement de nos royaumes et de nos familles. Voilà.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont ajoutées. Quand nous on est venus, c'était encore un espace assez plus petit. Là, on voit de nouveaux bâtiments, on voit de nouveaux objets que vous avez ramenés un peu de partout. Et à l'intérieur, en fait, qu'est-ce qu'on peut découvrir? Vous avez parlé des Canaries. Est-ce qu'on peut... Mais je tiens quand même à donner un autre détail parce que quand j'ai fini le bâtiment, j'ai fait la première exposition avec le nouveau bâtiment là. J'ai vécu des choses terribles. Les intempéries. J'ai été victime de 3 décoiffages de la toiture qui m'a coûté des millions. Tu m'as coûté vraiment la peau des fesses. J'avoue que à ce moment-là, je voulais tout abandonner. J'ai dit à ma maman, j'ai dit je ne peux plus. Je ne vais pas voler l'argent là pour faire ce musée. Parce que ce musée est un endroit où on doit venir et avoir des repères de valeur, d'honnêteté, de probité, de tout ce que vous pouvez imaginer comme bien pour la femme et pour l'humanité. Mais si je dois passer par des chemins tordus pour refaire ce bâtiment-là, ça va être compliqué. Elle m'a dit, ton travail a été honnêtement fait parce que c'est le travail, la sueur de ton front que tu as essuyé pour construire ce bâtiment-là. Dieu va t'amener quelqu'un qui va t'aider à reconstruire ce qui est abîmé. Mais les objets qui étaient à l'intérieur pendant que nous avons subi le sinistre, ces objets étaient irrécupérables. Puisque vous savez que les objets des femmes sont très fragiles. Donc j'ai perdu presque la moitié de ma collection. Et j'avoue qu'à cette période-là, si vous me voyez là, j'étais devenue comme un brin de brebis. J'étais très découragée. Et j'ai passé tout le temps à pleurer parce que ce riche patrimoine-là que j'étais en train de perdre, ça m'a fait trop mal. Mais avec l'appui de maman, avec l'appui de mon grand frère à l'époque, qui était le chef, vraiment, j'ai fait tourner mes méninges et j'ai trouvé des solutions. Et vous me permettrez de dire merci à M. Hubert Cabré. C'est un ami du quartier Adapoya. Quand je l'ai sollicité, il m'a permis de refaire la toiture et je lui rends hommage. Ah oui, c'est super. Voilà. Bon, comme on n'a pas 1 heure, princesse, on a 30 minutes. Je vous ai dit que 30 minutes ne nous suffira pas. Donc, on va avancer pour parler vraiment du programme de l'inauguration. Alors, pour le programme de l'inauguration, nous avons voulu faire le 8 mars autrement encore. Okay. Parce que le 8 mars que nous vivions à l'époque, à une époque pas trop lointaine, c'était des Djanjoba, c'était de la ripaille et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais aujourd'hui, nous utilisons le 8 mars pour faire des choses utiles. Et cette chose utile-là, c'est l'inauguration du musée, en premier lieu, qui va être d'ailleurs inauguré par le ministre de la Culture lui-même. Ah, maintenant ça va? Ah, c'est mon fils. Ah, maintenant ça va. Le ministre d'État. Et j'ai fait un clin d'œil au chef de l'État, parce que sa vision est très grande. Permettre que le ministère de la Culture soit un ministère d'État, c'est quelque chose. Le jour où j'ai entendu ministère d'État, ministre de la Culture, j'ai dit, non, Dieu va bénir ce monsieur. Notre fils Ibrahim Traoré, Dieu va le bénir, il va vivre 200 ans. Parce que la culture, la promotion de la culture, la valorisation de la culture, c'est la seule chose qui va nous permettre de retrouver nos valeurs d'antan. Et donc, le premier, ça va être bon, l'accueil, l'installation de certaines personnes qui veulent venir rester là-bas. Et ensuite, le 2 mars. Le 2 mars, ça va être retour aux sources. Retour aux sources parce que nous allons recevoir des enfants, des universitaires. Nous allons faire une causerie débat avec l'association Positive. Elle, c'est une de mes filles aussi qui aime beaucoup la culture, qui m'a dit, maman, donne-nous une journée, on va faire retour aux sources pour venir puiser de ce que vous savez là pour pouvoir montrer à la jeunesse. J'ai dit, il n'y a pas de souci et nous organisons ça ensemble. Et comme on parle de retour aux sources, vous savez que pour la gestion de la chose traditionnelle, les femmes ne sont pas à l'arrière-plan. C'est elles qui sont le cerveau même de l'affaire. Alors, je rends un hommage à titre posthume au chef du canton de Kokologo,
qui nous a quittés il y a une dizaine d'années. C'est sa fille, la régente de Kokolgo, dont nous allons dérouler le tapis rouge. Elle porte les vêtements de son père. Elle a l'obligation de gérer la cité de Kokolgo jusqu'à ce que le prince héritier soit prêt pour prendre le trône. Donc vous voyez que la femme n'était pas mise à l'écart de la gestion de la chose coutumière. C'est elle-même qui est garante de ça. C'est elle qui doit pouvoir transmettre un jour le bonnet et tous les attributs royaux au prince qui va prendre sa place sur le trône de son père. Donc nous allons lui dérouler le tapis rouge pour que les jeunes générations sachent que la femme africaine burkinabé avait un rôle très important à jouer dans nos communautés. Et cet échange intergénérationnel va permettre aux enfants de poser des questions, va permettre aux adultes de répondre et va permettre à chacun de repartir avec dans sa tête que la gestion de la communauté, la gestion de la famille incombe à un père, à une mère et à toute la communauté. D'où l'invitation également des Samossis ne viennent pas, ils vont me trouver sur leur route. L'invitation également à la communauté Peul. S'ils ne viennent pas là aussi, je suis leur maman. Je vais tirer des oreilles. Et les Samo là, eux, ce sont mes esclaves. Alors, à partir du 3 jusqu'au 6, ça va être journée porte ouverte. Ok. Tous ceux qui sont intéressés par le musée de la femme peuvent venir à n'importe quel moment. Le musée est ouvert et ils pourront visiter. Le 7, ça va être un jour spécial également. Un jour où on parlera d'entrepreneuriat. Entrepreneuriat féminin et revalorisation des mets traditionnels. Et ça, nous avons comme parrain le Sonkorlonaba du Sanmatenga. C'est un jeune chef, il est entrepreneur et il va venir partager son expertise avec les femmes et avec toutes les filles qui veulent venir suivre. C'est ouvert. Même si vous quittez Gawa Bobo, vous pouvez venir suivre cette conférence-là. Ça va être intéressant. Et les filles qui veulent apprendre à cuisiner, quand je parle des filles qui mettent les ongles longs comme ça, qui ne peuvent même pas laver leurs dessous là, enlevez ça et venez apprendre à préparer le kando, le gnon, le babenda, le souma, et puis le haricot avec le mil rouge. Si vous venez, vous allez apprendre tout ça et apprendre comment revaloriser ces mets traditionnels-là pour en faire du business. Et je fais un clin d'œil à Mam Sank, ma fille, qui, du côté de la Patte d'Oie, a toujours eu une influence dans son restaurant qui est uniquement traditionnelle. Et vraiment, j'encourage cette fille. Et maintenant, pour le 8 mars? Pour le 8 mars, là-bas, il n'y aura pas trop de discours. Quand le ministre d'État va venir, parce que la cérémonie, ça sera à 11h, quand le ministre d'État va venir, nous-mêmes, on est pressés qu'il vienne parce que nous, on veut qu'on ouvre officiellement ce musée-là pour qu'enfin chacun puisse respirer. Voilà, donc c'est à 11h qu'on va faire l'inauguration officielle du musée. Et quand il va couper le ruban, on va faire la visite du site et après, ça va être dégustation de mets traditionnels, du regret aux absents. Bien sûr. Merci beaucoup. Mais on a épuisé le temps. Hein. C'est fini. C'est fini. Oui, c'est fini. Vous savez, nous, on va se déplacer, venir à Kolgonjese pour découvrir le musée, vous donner encore la parole parce que on a visité le musée avant. Il faut qu'on revisite ce nouveau site-là avec les nouveaux objets, forcément, pour présenter aux téléspectateurs ici. Merci beaucoup, princesse. Quel serait votre dernier mot maintenant à l'endroit de ceux qui... mon dernier mot, c'est d'inviter tout le monde à venir pour la visite de ce musée, pour l'inauguration. Et profiter dire merci à Maman Sawadou Rita, qui est la marraine de la cérémonie, au Razan Naba de Boudri, qui est également le parrain de la cérémonie. Et je ne peux pas quitter ce studio sans mettre mes coudes à terre et mes genoux à terre pour dire merci à Sa Majesté le Moro Naba Bango, qui est le président d'honneur de notre association.
il a été mon premier soutien. Et j'avoue que je ne vais même pas parler de lui parce que si je parle de lui, c'est comme si j'étais en train de diminuer un peu la grâce et les bénédictions ancestrales qui sont sur lui. Pour tout ce qu'il fait pour nous, dans la famille, et pour tout ce qu'il fait pour le pays. Discrètement, mais efficacement. Amina, Ibar Kousro, merci beaucoup. Je rappelle que nous étions avec la princesse Juliette Congo, Yabré Juliette Congo, voilà, j'ai dit le nom traditionnel, elle est promotrice du musée de la femme de Kolgondjessé à Ziyari. L'inauguration, c'est pour ce 8 mars, donc n'hésitez pas, à partir du 2 mars, voilà, vous avez la possibilité de visiter le musée. Merci. On a un invité surprise, je ne vais pas dire ça ici. D'accord. On a un invité surprise qui est une haute personnalité. Ah oui. C'est le jour là que vous allez voir la personne. D'accord. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci à vous. Monsieur Nema Palinfo est bien installé sur ce plateau. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bienvenue. Merci. Aujourd'hui, on part à la découverte des panneaux de signalisation qu'on rencontre au niveau donc spécifiquement du Burkina. On parlera de tout ça. Voilà. Alors, pour commencer, justement, on rencontre ces panneaux-là en circulation. Mais comment on peut arriver à faire la différence entre ces différents panneaux? Ok, je vous remercie. Bon, tout d'abord, il faut dire que les panneaux font partie de ce qu'on appelle la signalisation routière. D'accord. Mais pourquoi on a décidé de parler des panneaux aujourd'hui, c'est surtout parce qu'ils sont très nombreux. Hein. Il y a plusieurs types de signalisation, mais les panneaux sont les plus nombreux. Et puis tellement vaste que pour les découvrir, là, il faut les organiser. D'accord. Alors, donc, nous allons dire qu'on a principalement quatre grandes familles de panneaux. Okay. Parce qu'il faut les répartir comme ça, en fait, par groupe, pour que la reconnaissance soit un peu facile. D'accord. Il y a déjà ce qu'on appelle les panneaux de danger, qui sont de forme triangulaire, à contour rouge. Le type de danger sera matérialisé dans le panneau sous forme de dessins. Ensuite, nous avons les panneaux d'interdiction, sous forme circulaire, à contour rouge. La chose qui est interdite de faire, là aussi, est matérialisée dans le panneau. Ensuite, nous avons les panneaux d'obligation, de forme circulaire maintenant, à fond bleu. Donc, l'obligation aussi est matérialisée dans le panneau. Et on finit maintenant avec les panneaux de forme carrée ou rectangulaire, ou bien toute autre forme là, qui ne ressemble pas à toutes les trois formes que j'ai citées là, qu'on va appeler maintenant les panneaux d'indication ou de renseignement. D'accord. On va aller peut-être avec les images pour mieux comprendre ce que c'est qu'un panneau de danger, d'interdiction. Voilà. Ça, par exemple, c'est un panneau de danger qu'on rencontre fréquemment dans la ville, dans les agglomérations ici au Burkina. D'accord. Donc, quand vous le voyez, il est toujours placé à l'intersection, à l'entrée de l'intersection. Okay. Vous allez le voir comme ça pour dire que vous n'avez pas la priorité. Donc, il faut laisser maintenant ceux qui circulent sur la route transversale là. Ils vont aller en premier. Vous voyez, la forme est triangulaire, le contour est rouge. C'est un panneau de danger. Ok, un panneau de danger. Voilà, et c'est un panneau d'interdiction. Peut-être qu'on va aller en même temps avec ce que ça signifie, l'interprétation, monsieur Palinfo. On revient à l'image. Au vu de ce panneau-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si vous l'avez croisé à l'intersection, il vous dit que vous n'avez pas la priorité. Parce qu'au niveau des intersections, là, il faut vérifier le régime de priorité. C'est qui doit partir en premier et ainsi de suite. Donc, il vous dit que vous n'avez pas la priorité. Que ceux qui circulent sur l'autre route, là, c'est eux qui doivent circuler avant vous. Donc, cédez le passage. Ok. On y va pour la suite des panneaux? Oui. Là, par exemple, c'est un panneau d'interdiction, donc il est reconnu par la forme. La forme est circulaire, là, le contour rouge. Vous voyez le symbole noir dedans, là, la flèche orientée vers la droite, pour dire qu'il est interdit de faire la manœuvre vers la droite. Interdiction de tourner à droite. Mais il est positionné un peu avant l'intersection, pour dire qu'à l'intersection, là, il sera interdit d'aller vers la droite. On peut aller à gauche, on peut aller tout droit selon la forme de l'intersection, mais pas aller à droite en tout cas. C'est interdit. Voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est un panneau qui interdit les arrêts et les stationnements, les deux à la fois. On va parler d'arrêt et stationnement tout de suite là. Donc arrêt et stationnement interdit. Ça prend effet à hauteur du panneau là, et puis ça va finir à la prochaine intersection. Ok. Voilà. Quand ce panneau dit que votre route n'est plus prioritaire, alors qu'il n'est pas barré de traits noirs là, quand il était jaune, carrément jaune, tout jaune là, en ce moment, il vous donne priorité à toutes les intersections. D'accord. Mais maintenant, voilà lui là, quand vous le voyez, il vous donne priorité à toutes les intersections dès que vous l'avez rencontré, en allant toutes les intersections. Mais une fois que vous l'avez vu maintenant, barré noir, comme ce qui vient de passer tout de suite là, on là-bas maintenant, il met fin à votre priorité. D'accord. Voilà, là aussi, c'est un panneau de danger aussi. Le type de danger est
matérialisé à l'intérieur, là, ça parle d'un virage. De faire attention qu'il y a un virage dangereux vers la gauche. Mon permis est frais, je veux dire. Mon permis est bien frais. Donc, là, c'est un panneau d'obligation. Voilà, on a une flèche vers la droite là. Donc on rencontre ça généralement au niveau des carrefours à sens giratoire, les ronds-points là. Voilà. Donc il dit que la direction à suivre vers la droite, direction obligatoire vers la droite, avant même le panneau. Donc vous abordez le rond-point par la droite. Donc, voilà, si vous quittez le nouveau Savane en partant à l'ancien siège de Savane, là, voilà. Vous allez voir au niveau du rond-point là. Voilà. C'est genre de voilà, panneau. il dit d'aborder le rond-point par la droite. D'accord. On y va pour la suite, Bon Congo. Voilà, là par exemple c'est un panneau qui met une interdiction de dépasser, d'accord. Donc il y a un qui est comme ça, tout rouge. Donc pour dire que si vous l'avez vu, il est interdit à tout véhicule là, à moteur de faire un dépassement. Mais quand vous voyez qu'il devient comme ça tout noir là, il met fin à l'interdiction de dépasser. Tout noir, ça veut dire que vous pouvez passer. Voilà, vous pouvez dépasser. Voilà. Mais quand il est rouge, donc il est interdit de faire le dépassement. Donc vous allez attendre jusqu'à ce que vous trouvez qu'il devient noir comme ça. Il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent lever l'interdiction, mais on va à l'essentiel. Okay. Allez, la suite des panneaux, le temps que... Ça c'est un panneau d'obligation aussi, mais on a barré, d'accord. Donc avant, s'il n'est pas barré, on va dire que c'est la vitesse minimale qui est imposée. Voilà, non pas lui, le bleu. Il y a un bleu qui est avec le 30 dedans. Ok, on revient à l'image passée. Oui, on peut revenir à l'image passée. Voilà, lui là, quand il n'est pas barré, s'il n'est pas barré rouge là, donc dès que vous l'avez franchi là, il impose une vitesse minimale en dessous de laquelle vous ne pouvez pas circuler. D'accord. En général, c'est pour passer les casernes et autres là, les coins sensibles. On ne veut pas que vous traînez les pas là-bas. Voilà, comme ça. Donc, comme vous le voyez là, la plus petite vitesse à laquelle vous pouvez rouler là, c'est 30 en allant. D'accord. Voilà. Mais lorsqu'il est barré maintenant de rouge là, donc fin de vitesse minimale obligatoire. Ok. Là, c'est un panneau qui lève une limitation de vitesse. En général, quand vous rentrez dans les villes, là, vous allez voir comme ça, mais il est rouge. On vous dit quoi? Limitez la vitesse à 50 km/h parce que vous êtes en ville. Donc quand il est barré de noir maintenant comme ça, là, il lève la limitation de vitesse. Voilà. Apparemment, pour l'interprétation des panneaux, il faut aussi faire avec les couleurs. Donc voilà. L'interdiction, le danger, voilà. Pour les panneaux de danger, là, et ils sont à contour rouge. D'accord. Puis le fond est blanc et les dessins. Il n'y a pas de problème là-bas. Mais au niveau des panneaux d'interdiction, là, le début de l'interdiction est rouge. Okay. Voilà, circulaire rouge. Maintenant, la fin de l'interdiction, le même panneau là devient noir. D'accord. Voilà, c'est ça la différence. C'est peut-être... voilà, on regarde, on voit ça et puis après, on va s'intéresser surtout au panneau Made in Burkina. D'accord. Donc ça, c'est... Voilà, ça c'est un panneau qui vous signale que la route est à double sens de circulation. Mais comme vous circulez à votre droite, votre flèche est rouge. Et donc, on vous dit que vous n'avez pas la priorité par rapport à ceux qui viennent en face. En général, on le rencontre au niveau des ponts. Là. Si vous voulez monter un pont ou bien entrer sous un pont, en général, la chaussée est rétrécie. Ça peut se trouver que deux véhicules ne peuvent pas passer à la fois. Donc, celui qui rencontre, ça la doit patienter. Et l'autre qui est en face de l'autre côté, il va trouver un panneau carré, d'accord, avec deux flèches, mais sa flèche sera blanche pour dire qu'il a la priorité par rapport à lui là. Voilà. Donc, les deux marchent ensemble. Celui qui a rencontré ça, il a la priorité sur le pont ou bien sous le pont. Alors que l'autre qui vient de passer là, donc l'autre va devoir patienter. D'accord, voilà. C'est pour faire la différence. Oui, maintenant, c'est plusieurs panneaux, hein, et je pense que ceux qui ont fait le permis, voilà. Tu es obligé de bosser ces panneaux-là pour aller à l'examen. Maintenant, monsieur Palinfo, bosser ou reconnaître, chacun a sa technique. Monsieur Palinfo, pour revenir au cas du Burkina, parce que ça, c'est le code de la route que nous avons adopté. Voilà, de l'autre côté, on enseigne ici. Pour le cas du Burkina et pour revenir à nos réalités, quels sont généralement les panneaux qu'on rencontre sur nos routes? D'accord. Sinon, le code de la route est universel. C'est pour dire que ce qu'on voit ailleurs, on est censé les voir ici. Maintenant, c'est en fonction... Comme on n'est pas assez développé, nos routes ne sont pas assez développées. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est en fonction maintenant de nos chaussées ici, là, mais puis même là, le développement de nos villes, là. C'est ça qui fait qu'il y a de ces panneaux qu'on ne voit pas très souvent ici. Mais comme on vous forme, ce n'est pas forcément que vous allez rester au Burkina. Il y a des gens qui ont la chance pour aller à l'étranger. Vous connaissez déjà ici, arriver là-bas, ça ne pardonne pas. Le blanc, il te dit que tu n'es pas censé ne pas connaître. Tu vois quelque chose, tu dois connaître. Tu ne vas pas être sur la route en train de demander à quelqu'un d'interpréter le panneau pour toi. Alors on vous forme sur tous les axes. Mais c'est que chez nous, là, il y a des panneaux qui reviennent de façon récurrente. Surtout dans les agglomérations. On a les panneaux de céder le passage qui étaient sortis là. On a les panneaux de stop. Et puis les arrêts et les stationnements. D'accord. Maintenant, on a remarqué que très souvent, beaucoup s'embrouillent en circulation lorsqu'il s'agit des panneaux de céder le passage et puis le stop là. Voilà. En fait, un panneau de céder le passage à l'intersection, l'arrêt n'est pas obligatoire. D'accord. Donc, si vous arrivez à l'intersection,
avec un CD de passage, il suffit de regarder à gauche et à droite. Là. Il peut Donc avoir ralentir alors. Oui, on ralentit, on regarde à gauche et à droite. Il peut y avoir des usagers qui arrivent. Mais si vous voyez qu'ils sont assez loin et que en franchissant l'intersection, vous n'allez pas les perturber, là, vous pouvez partir. Mais par contre, si c'est un panneau de stop, l'arrêt est imposé. On ne parle pas de quelqu'un qui arrive à l'intersection. Puisque le panneau n'a pas dit que intersection, on dit panneau de stop, arrêt obligatoire. Donc, pied à terre. Même voilà, au village, même c'était comme ça. Moi, je me souviens qu'il y a tu pédales, tu déposes les deux pieds à terre. Voilà, vous marquez l'arrêt. Voilà, vous regardez à gauche et à droite encore et puis vous décollez de nouveau. Mais beaucoup ne connaissent pas. Quand ils arrivent à ralentir et puis passer, souvent aussi c'est ça, les forces de l'ordre vont sanctionner. Bon, comme la loi dit que tu es censé connaître, c'est ça aussi. Sinon, il y a beaucoup, peut-être, c'est pas l'ignorance là même, ils ne sont pas instruits, c'est un peu compliqué avec eux. Donc, mais quand on prend le temps pour les expliquer comme ça, là, ça ne va plus se répéter. Voilà. Maintenant, au niveau sur les arrêts et les stationnements, là, bon, pour un panneau d'interdiction de stationnement, c'est le contour rouge là et puis barré une fois. Contour rouge, barré. Voilà, bon, le réalisateur va voir voilà, une fois, quand ça va venir. Donc lui, il interdit l'arrêt, c'est le panneau de stationnement. Mais là où le stationnement est interdit, en principe, l'arrêt est toléré. Vous parlez de... Voilà, ce panneau-là. Donc il interdit le stationnement. Stationnement interdit. Du côté où vous avez vu le panneau implanté, en allant jusqu'à la prochaine intersection. Donc le stationnement est interdit, mais en principe, l'arrêt est toléré, sauf cas exceptionnel, lorsque vous abordez les virages. Si vous abordez les virages, même si le panneau parle de stationnement seulement, vous êtes censé savoir que dans le virage, là, on ne doit pas s'arrêter, sinon vous allez troubler la circulation. Et la même chose aussi au niveau des intersections. À hauteur des intersections, on ne doit pas s'arrêter là-bas, et puis les montées des côtes. D'accord. Donc là où le stationnement est interdit, en principe, l'arrêt est toléré. Maintenant, lorsque ce même panneau-là, comme ça, là, est barré de 2 croix, d'accord. Donc quand c'est barré de 2 croix, comme celui-là, comme ça, lui, c'est arrêt et stationnement interdit, pas d'arrêt, pas de stationnement. Bon, je vais peut-être dire un peu sur la différence entre l'arrêt et puis le stationnement. Okay. L'arrêt, là, c'est quoi? Donc, on a dit que vous immobilisez le véhicule, mais il ne faut pas être loin du véhicule. Par exemple, si vous allez au niveau des transports, là, au début, c'était un peu compliqué. Moi-même, on m'a pris une fois là-bas, on a retiré ma moto. Mais je suis venu, je voulais remettre des dossiers à un collègue, là. Mais je suis resté sur la moto. Mais ce n'est pas ce panneau qui était là, c'était le panneau de stationnement seulement qui était là. Mais la police est venue, ils m'ont dit de descendre qui vont prendre la moto. J'ai dit pourquoi? Ils n'ont que c'est interdit que le stationnement est interdit ici. Mais ce n'est pas un stationnement que j'ai fait, c'est un arrêt que j'ai fait. Du moment où je suis toujours là, assis même sur mon véhicule, la force, il a pris la moto aller. Moi, j'ai laissé. Ils sont entrés se parler, ils sont sortis me remettre. Bon, c'est ça aussi souvent l'interprétation. Voilà, c'est ça. Sinon, le stationnement, là, une fois que vous êtes loin et que vous avez abandonné le véhicule maintenant, ça constitue un stationnement. Ok, l'arrêt, le conducteur est sur place. Voilà. Merci bien. Alors, moniteur, pour finir, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les Burkinabés connaissent et savent interpréter les panneaux? Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, parce que de nos jours, maintenant, il y a tellement de véhicules qui rentrent, les voitures qui rentrent maintenant au Burkina. C'est au début que c'était un peu difficile, mais maintenant, un peu seulement, quand tu as ton petit boulot, la première des choses, c'est que tu prends, je vais quitter la moto rapidement pour me chercher la voiture. Voilà, donc ils apprennent. Même à l'école, là, on insiste beaucoup. D'autres même posent des questions de curiosité pour découvrir. Sinon, je pense que, en tout cas, la machine est lancée. Donc, on sera dans le timing. Dans le timing. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais ajouter quelque chose. Par rapport à nos agences là. Donc, on a Kiliouin, on a Tampui, on a Somgandé, Polsguin, et puis Camboinsin, et puis la ville de Bobo aussi. Actuellement, nous sommes en promo spéciale. On a essayé de revoir un peu sur les prix là. Voilà, pour alléger un peu. Donc, venez, faites un tour à une des agents de Victoire Auto-École et puis repartez satisfait. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Victoire Auto-École, notre partenaire de tous les vendredis pour sécurité routière. On va revenir sur les images. Je sais qu'il y a le contact, juste une image, il y a le contact justement en bas donc, des images. Voilà, vous pouvez contacter Victoire Auto-École pour les permis de conduire moto comme voiture. Voilà, parce que c'est important de le dire. Oui. Merci bien, monsieur Nema Palinfo. Merci à vous, madame. Pour ce cours de sécurité routière. Voilà. On va retrouver Honoré Onadia juste après ça pour les rendez-vous du week-end. Nous débutons avec la 9e édition du festival Baïdrim. Et je rappelle que c'est Honoré Onadia qui est bien installé. Bonjour Honoré. Bonjour à toi et bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. 9e édition de Baïdrim. Tout à fait, une 9e édition qui bat son plein du côté du terrain de Bilbalgo, précisément à Tampuy. Alors, cette 9e édition voit la participation d'artistes éminents du Burkina Faso. Voilà, des artistes qui nous ont fait
l'insigne honneur en tout cas d'être à l'ouverture et qui continueront chaque soir en tout cas de nous émerveiller à travers différentes prestations pour magnifier la culture dans son ensemble. Il faut dire que ce festival est cette 9e édition et un festival qui est initié par un grand ambassadeur de notre culture, entre la personne de Memphis Bala qui a décidé de réunir sur la même scène des artistes comme Jérémy Palais, des artistes comme Blem, des artistes comme Flowman Boy, des artistes comme Tines la déesse, des artistes voilà, comme Mades pour ne citer que cela. Le rendez-vous, c'est chaque soir du côté, bien sûr, du terrain Olta Bilbalgo de Tampi, pour ceux-là qui connaissent. Voilà, nous allons vous demander d'effectuer le déplacement chaque soir pour vivre pleinement cette 9e édition avec des prestations d'artistes, pas des moindres, pour magnifier la culture de Burkina Faso. Deuxième événement s'intéresse au one-man show de Pizarro, humoriste. L'humoriste Pizarro rebelote pour la 5e fois, voilà, et donne rendez-vous à ses nombreux fans du côté du Sénasa. Voilà, précisément le 2 mars 2024 pour un one-man show. Un one-man show qu'il a baptisé « Il était une fois ». Il était une fois. Pourquoi il parle qu'il était une fois? Nous allons vous demander d'effectuer le déplacement, voilà, ce à partir de 19h30 pour un prix d'entrée de 5 000 francs et 10 000 francs pour retrouver Pizarro pour son one-man show qui est à son acte 5, il faut le dire. Il était une fois, déplaçons-nous pour vivre pleinement ce one-man show. Maintenant au cinéma, le programme de Neroya et Burkina. Alors, pour le ciné Neroya, à la demande de nombreux cinéphiles, voilà, c'est le film qui a commencé son bonhomme de chemin, ce depuis le 19 qu'il continue, et ce jusqu'au 3 mars 2024, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. C'est le film intitulé Les mains de l'homme de Nathalie Tandia. C'est ce film-là qui est proposé pour un prix d'entrée de 2000 francs et 2500 francs. Et du côté, bien sûr, du ciné Burkina, nous rebelotons avec le film, voilà, celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. De quelle chose il s'agit, comment il se bat, vous nous demanderons, voilà, on va vous donner des éléments de réponse lorsque vous allez vous déplacer du côté du ciné Burkina aux séances de 18h30, 20h30, 22h30, ce jusqu'au 3 mars, et pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs pour vivre pleinement la projection de ce film, celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. On termine par le programme de Savane TV. 11h, rendez-vous maison, les rendez-vous voilà, de la maison. On va commencer déjà par votre émission Cadeau du jour. Cadeau du jour, un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour participer à l'émission. Nous donner la réponse à la question qui sera posée et repartir à la maison avec le cadeau. Demain, sur l'ensemble des médias, à partir de 8h, votre rendez-vous de l'information qui n'est toute que 100 minutes pour comprendre. 100 minutes pour comprendre qui va recevoir demain M. Mahmoudou Drabo, secrétaire exécutif du mouvement Sauvons le Burkina Faso. Avec lui, il sera question de parler de l'actualité de Burkina Faso, mais également de débattre sur des sujets donnés avec le directeur de l'information. Alors, nous allons vous donner rendez-vous pour le rétro sonré le samedi à partir de 14h sur la télé et le dimanche à partir de 7h30, voilà, sur la télé pour l'émission rétro sonré. Et la radio, c'est je pourrais dire, à partir de 6h. Voilà. Et pour ce qui est de rétro, de la pensée et des proverbes que, voilà, notre PDG himself nous sert chaque matin. Alors le rendez-vous il est pris pour le samedi et le dimanche sur l'ensemble du média et sur la télé plutôt. Voilà, à partir de 6h, en compagnie bien sûr du maestro capitaine Nikema Rasmane. C'est lui là qui va vous accompagner au cours de cette émission. Et n'oubliez pas surtout le dimanche à partir de 12h45, le rendez-vous de 7 jours dans la savane qui fait la rétrospective de toutes les actualités de la semaine. C'est avec le directeur de l'info. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour les rendez-vous du week-end. Merci à toi Honoré. Merci, et merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs. Merci à l'équipe qui nous accompagne cette semaine. Nous étions avec Noufou Congo et Michael Amevo à la réalisation et au son. Et nous disons merci à Laura du côté de la production. Merci bien sûr aux diffuseurs, aux monteurs. Merci surtout à la rédaction pour l'accompagnement. Le rendez-vous est pris pour lundi, Inch'Allah, pour d'autres aventures de cette émission. En attendant, portez-vous bien. Bon week-end à vous. Et voilà, cultivez l'amour autour de vous. Allez,